I am optimistic. I'm generally a very optimistic person. Yeah, I think stuff to do with family overwhelms me quite a bit. J'avais l'impression d'être emporté par une tempête totalement hors de contrôle. Ce qui avait commencé comme une rumeur vague et presque innocente, comme c'est souvent le cas avec les ragots, s'était transformé en une vérité explosive qui avait ébranlé les fondements même de la famille royale. Je me souviens précisément du moment où j'ai entendu parler de Tom Parker Bowles ivre dans une pièce remplie d'aristocrates parlant avec la bravade de quelqu'un qui ignorait que chaque phrase pouvait devenir une arme. Une seule déclaration grossière suffisant imbibée d'alcool mais dévastatrice par son contenu, sa mère, la reine Camilla, avait un plan. Un plan qui n'aurait jamais dû être révélé. Et à cet instant précis, j'ai senti un frisson me parcourir. Car s'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire à cette cour, c'est briser l'illusion qu'il n'y a pas de lutte de pouvoir. Je savais que ces mots ne s'effaceraient pas simplement sur la moquette moelleuse du palais de Blenheim comme s'ils n'avaient jamais été prononcés. Ils avaient cette capacité de s'imprégner dans les murs, dans le souffle des personnes présentes, dans la mémoire de quiconque était assez proche. Et surtout dans celle de celui qui était le plus déterminé à faire éclater la vérité et la justice, le prince William. En repensant à cette scène, je peux presque entendre la musique jouer encore le tintement des verres, mais en même temps, je ressens la lame du couteau fendre l'air tandis que Tom poursuivait son discours. Car aussi imprudent fut-il en cet instant précis, il révéla un secret que Camilla avait gardé toute sa vie. Ce qui m'a le plus frappé lors de ce premier instant, ce n'était même pas le contenu de ses paroles, mais le fait qu'il les ait prononcées là, sous les lustres étincelants lors d'une soirée où se côtoyait la vieille noblesse et de nouveaux opportunistes entourés de gens qui savent se taire et de gens qui savent écouter au bon moment. Et c'est cette dernière catégorie qui se trouvait au bon endroit lorsque Tom a levé son verre. Une personne dissimulée dans l'ombre d'un vieux tableau a tapoté sur son téléphone et a tout enregistré. Je me demande encore, Tom se rendait-il compte de ce qu'il faisait? Était-ce de l'arrogance inconsciente ou le désir de devenir enfin une figure influente dans le grand jeu d'échecs qui se jouait à huis clos? Quand j'ai appris l'existence de cet enregistrement, j'ai su immédiatement que plus rien ne serait jamais comme avant. Car s'il y a bien une chose qu'on ne souhaite pas dans la monarchie britannique, ce sont des preuves. Des paroles irréfutables, incontestables qu'on ne peut réinterpréter. Pas une rumeur qu'on peut balayer d'un revers de main. Pas un ragot qu'on peut détourner. Non, un enregistrement qui respire, qui murmure, qui révèle. Et cet enregistrement est parvenu jusqu'à la personne qui pouvait en faire le plus grand bien. Ce qui me touche le plus profondément, c'est que ce moment résonne comme un écho de vieilles blessures. Les années de tension, l'immense chagrin de sa mère, la façon dont la cour fonctionnait parfois comme une machine impénétrable qui avait réduit Diana en cendres, tous ces souvenirs sont encore vifs en William. Et à l'instant où il a entendu les paroles de Tom, j'ai vu quelque chose changer en lui. Non pas se briser, non pas exploser, mais se transformer. Comme une serrure qui s'enclenche soudainement. Il n'était plus le fils soucieux de préserver la paix. Il était devenu l'héritier qui devait protéger le pouvoir quel qu'en soit le prix. Et puis inévitablement, je me demande, quelqu'un aurait-il pu empêcher cela? Camilla aurait-elle pu prévoir que son propre fils serait celui qui ferait s'écrouler tout cet édifice fragile? Ou suis-je naïve de penser qu'elle, maîtresse de la discrétion et de la survie, n'a jamais anticipé le moment où tout deviendrait vulnérable? Je ne sais pas ce qui est pire, qu'elle le sache et l'ait ignoré, ou qu'elle ait sincèrement cru que son ascension historique vers la légitimité ne serait jamais menacée. Alors que les paroles de Tom commençaient à se répandre à travers Londres, des clubs privés de Mayfair, au salon de Kensington, on avait l'impression que les flammes léchaient le plancher. Les rumeurs se propageaient vite, mais un enregistrement se propageait avec un but précis. Et ce but devenait de plus en plus évident, c'était le début d'un conflit si profond qu'il devenait difficile de parler de famille. Tout semblait à cet instant se lever comme un voile soigneusement tiré sur les méandres de cette dynastie depuis des années. J'éprouvais un mélange de fascination et de malaise, car pendant que Tom était probablement encore dans son appartement, la gueule de bois, la réaction en chaîne, était déjà bien enclenchée. La cour s'agitait, les médias s'agitaient, et quelque part dans le palais de Kensington, William était assis ni en colère ni ému, mais silencieux. Et dans ce silence se cachait une menace plus grande que tout ce que Camilla aurait pu craindre. En repensant aux premiers jours qui ont suivi la gaffe de Tom, je réalise que le scandale n'a pas éclaté d'un coup, mais a couvé lentement comme un feu qui couve et se nourrit de plus en plus d'oxygène. Il a commencé prudemment, presque imperceptiblement, dans ces cercles londoniens fermés, où l'influence se transmet à voix basse et non à la une des journaux. Mais même là, j'ai perçu le changement de ton, on ne parlait plus du contenu des propos de Tom, mais du pourquoi. Et surtout, pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Pourquoi avec cette audace assurée propre à celui qui ne s'attend jamais à ce que ses paroles aient des conséquences? L'enregistrement de Tom était au départ une sorte de relique interdite, un secret que seuls quelques-uns osaient partager comme un artefact dangereux qui exigeait de porter des gants. Mais cela changea rapidement.
Chaque fois que j'entendais parler d'un autre club de Mayfair qui diffusait l'enregistrement à voix basse, avec des sourires étouffés ou des visages figés, je savais que nous n'avions plus affaire à des ragots, c'était une bombe à retardement. L'histoire prit rapidement de l'ampleur. Et comme c'est souvent le cas lorsque le pouvoir et la faiblesse s'affrontent, ce n'était pas seulement le contenu de l'enregistrement qui marquait les esprits, mais surtout la nonchalance avec laquelle Tom en avait parlé. Mais le moment le plus important de cette phase fut peut-être le silence du prince William. Son silence n'était pas un vide, c'était un signal, un avertissement, une pause stratégique, comme le calme avant la tempête, qui faisait trembler l'atmosphère. Lorsque je l'ai entendu écouter l'enregistrement en boucle, non pas avec colère, non pas impulsivement, mais avec une concentration glaciale, j'ai alors compris à quel point cela était dangereux. Des gens comme William, capables d'attendre, d'analyser, de prendre du recul, ce ne sont pas des personnes qu'il vaut mieux ne pas provoquer dans une lutte pour la réputation, l'héritage et le pouvoir. J'imaginais ce que cela avait dû être à Kensington Palace au moment où William entendait l'enregistrement pour la première fois. L'horloge en arrière-plan, un jardin scintillant paisiblement sous le soleil de fin d'après-midi, un téléphone sur son bureau d'où s'échappait la voix d'un Tom ivre comme un poison. Cette combinaison, la douce beauté à l'extérieur, la vérité sordide à l'intérieur, capturait l'atmosphère de ce qui allait suivre. Je pouvais voir son visage se figer non pas de peur mais de lucidité. Le genre de lucidité qui fait mal parce qu'elle confirme ce qu'on soupçonne depuis des années. Pour William, il ne s'agissait pas d'une simple gaffe due à l'alcool. Cela révélait quelque chose de bien plus profond. Camilla, malgré son image publique discrète, malgré les efforts déployés pour redorer son image depuis l'époque de Diana, menait en réalité des manœuvres en coulisses, non pas pour servir la famille royale, mais pour consolider son propre rôle en son sein. Cette prise de conscience a dû le frapper comme une gifle. Non pas à cause de Tom lui-même, il n'était qu'un messager impuissant, mais à cause de ce que le message révélait. Et pourtant, William garda le silence. Aucune fuite dans la presse, aucune déclaration forcée, aucune explosion émotionnelle. Je trouvais cela à la fois admirable et terrifiant. Car chez quelqu'un comme lui, le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Le silence signifie qu'un plan se met en place. Je repense souvent à cette période initiale où tout n'était encore que rumeur, mais où la tension était déjà palpable. Les journaux ont commencé à insinuer indirectement des tensions internes. Les publications en ligne sont devenues plus vagues, plus suggestives. Transparence au sein de la monarchie, qui protège le pouvoir occulte. Existe-t-il des conflits cachés au palais? Rien de concret. L'atmosphère était électrique. J'ai senti le récit que William avait tissé prendre forme peu à peu. Il ne voulait pas d'attaque frontale, il ne voulait pas d'un spectacle médiatique dangereux qui lui nuirait également. Non, ce qu'il voulait, c'était un changement de perception, une atmosphère de doute, un jeu où Camilla se perdrait avant qu'il n'ait à sortir le couteau. Entre-temps, l'enregistrement devint une sorte de fantôme. Tout le monde savait qu'il existait. Personne ne savait qui le détenait. Chacun spéculait sur l'identité de celui qui l'écouterait. Personne n'osait le partager. Il planait comme une ombre sur les jardins du palais, un rappel silencieux de la fragilité du pouvoir. Et tandis que tout cela remontait lentement à la surface, j'ai vu cette histoire se transformer d'un incident en une déclaration de guerre stratégique. Une guerre menée non pas avec des armes, mais avec des informations, une intuition et une détermination tranquille et calculée. Une partie de moi se demandait si tout cela concernait encore la vérité, si la justice était véritablement en jeu, ou si nous étions tous pris au piège d'un jeu dont personne n'osait énoncer ouvertement les règles. Où s'arrête la justice et où commence la vengeance? Où s'arrête la loyauté et où prend le pas sur l'instinct politique? Je n'en suis toujours pas certain, mais je sais que c'était le stade où le scandale ne couvait plus. Il commençait à s'embraser. Et tout le monde pouvait en sentir la chaleur, même ceux qui faisaient semblant de ne rien voir. Dès l'instant où j'ai compris la portée des paroles de Tom, j'ai commencé à observer de plus près les mouvements autour du palais de Kensington. J'ai remarqué que William ne paniquait pas, n'hésitait pas, ne réagissait pas impulsivement comme on le ferait face à une trahison personnelle. Non, quelque chose de bien plus subtil se tramait. Quelque chose de bien plus dangereux. William se mit à réfléchir, il se mit à élaborer un plan. Et dans ce silence qu'il avait soigneusement cultivé, je sentais se dessiner une stratégie qui non seulement fragiliserait la position de Camilla, mais retournerait aussi sa propre peur contre elle. J'ai perçu le premier signe lorsque William a limité ses conversations à 2 personnes seulement, Catherine et Anne. Toutes 2 stratèges, toutes 2 loyales, toutes 2 suffisamment perspicaces pour comprendre les enjeux. Je pouvais presque les imaginer assises ensemble à cette longue table de Clarence House, la pièce éclairée par la douce lueur d'un feu, chaque phrase prononcée avec plus de soin que les décisions prises dans bien des parlements. Point de commérage, ici. Il s'agissait d'une stratégie d'État déguisée en drame familial. Quand j'ai entendu Catherine prendre la parole en premier, je n'ai pas été surprise. Elle a toujours eu un don remarquable pour trouver le ton juste douce quand il le faut, mais empreinte d'une logique subtile et implacable.
Ses conseils, attendre, ne rien forcer, ne pas divulguer d'enregistrement, mais faire pression sur Camilla jusqu'à ce qu'elle commette une erreur, sonnaient comme l'ouverture d'un nouveau chapitre dans une partie que d'autres ne comprendraient que bien plus tard. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est la façon dont Catherine abordait la situation à la manière d'un grand maître d'échecs. Analysant son adversaire, elle savait qu'on ne bat pas le joueur le plus fort en attaquant immédiatement, mais en affaiblissant les pièces qui l'entourent jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle. Anne, avec son caractère sobre et inflexible, était le contrepoint idéal. Elle connaissait les faiblesses de Camilla mieux que quiconque. Elle savait que Camilla était forte face à l'adversité, mais vulnérable aux pressions insidieuses. Elle savait que le pire ennemi de Camilla n'avait jamais été les journaux, mais le doute. Et dès cette première rencontre, il devint évident que le but de William n'était pas de détruire Camilla directement, mais de lui faire croire qu'elle devait se sauver elle-même. À cet instant, je compris à quel point tout cela était brillant, dangereux et douloureux. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont William a opéré ce changement. Il n'était plus seulement le fils de Diana, l'homme qui avait vu sa mère se débattre pendant des années avec un système qui n'avait jamais été conçu pour elle. Il n'était plus le prince qui devait toujours agir dans l'ombre par respect pour la monarchie. Il est devenu celui qui a assumé le rôle qu'il aurait toujours dû avoir, celui de futur roi qui comprend que le pouvoir réside non seulement dans les mots, mais surtout dans le silence. J'ai vu apparaître les premières attaques médiatiques insidieuses, des articles sur la transparence, des tribunes sur le pouvoir et la responsabilité, des insinuations selon lesquelles la loyauté au sein de la monarchie est plus importante que jamais. Pas un mot sur Camilla, pas d'accusation directe, pas de cible précise. Mais c'était comme si l'on faisait monter lentement la température, juste assez pour mettre les personnes présentes mal à l'aise sans qu'elles comprennent pourquoi. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ça fait d'être comme Camilla dans ce four invisible ? Qu'est-ce que ça fait quand le monde ne vous accuse pas ouvertement mais que quelqu'un vous désigne du doigt sans le dire à voix haute ? Qu'est-ce que ça fait de savoir que quelqu'un vous observe mais de ne pas savoir où il se trouve ni comment il va frapper ? Quand j'ai vu comment la presse sans le savoir s'est mise à jouer les pions, j'ai éprouvé un mélange d'admiration et de dégoût. Ce n'était pas un hasard, c'était orchestré. Et ça a marché. Les rumeurs ont commencé à enfler comme une vague encore loin du rivage, mais dont on pouvait déjà sentir la profondeur. Les réseaux sociaux s'en sont emparés. Les questions ont fusé. Y a-t-il quelque chose qui se trame au palais ? À qui William fait-il référence lorsqu'il parle de transparence ? Pourquoi son discours est-il si différent dans son dernier message ? Et c'est précisément là, dans ce brouhaha grandissant, que j'ai vu la stratégie de William prendre toute son ampleur. Non pas parce qu'il affirmait quoi que ce soit, mais parce qu'il a lancé des mots qui, sans but précis, guidaient l'opinion. Il n'a accusé personne. Il a ouvert une porte, et l'opinion publique l'a franchie sans hésiter. Pour la première fois, j'éprouvais une admiration presque teintée de malaise face à la stratégie de William. Non par colère, non par impulsion, mais par calcul, par expérience. Comme s'il avait enfin compris que ce jeu ne se gagne pas par celui qui crie le plus fort, mais par celui qui élabore le plan le plus discret. Une question demeurait pourtant: à quel moment un fils animé par un profond sens de la justice et le souvenir de sa mère devient-il un acteur stratégique prêt à sacrifier un membre de sa famille pour protéger la couronne ? Et surtout, qui devient-il un défenseur de la famille royale ou l'architecte d'une nouvelle dynamique de pouvoir aussi impitoyable que tout ce qu'il a jadis méprisé ? Je ne sais pas. Mais je sais que c'était le stade où William ne réagissait plus à la présence de Camilla. Il contrôlait sa réalité. Tandis que je me concentrais sur Camilla et sa réaction au scandale qui couvait, j'ai senti l'atmosphère de Highgrove se transformer. Comme si l'air s'épaississait, comme si chaque respiration devenait plus difficile. Car lorsqu'une personne comme Camilla sent le sol se dérober sous ses pieds, ce n'est pas seulement son comportement qui change. L'énergie de tout ce qui l'entoure se modifie. J'ai vu son calme si soigneusement construit s'effondrer, sa voix monter, en puissance ses mouvements devenir plus saccadés. Non pas parce que l'enregistrement était devenu public, mais parce qu'elle pressentait autre chose, quelque chose d'invisible, qui l'étouffait la stratégie de William. Je l'imagine encore debout dans ses appartements privés au milieu des boiseries étincelantes et des objets de collection qui confèrent à sa vie une touche de grandeur. D'ordinaire, Camilla dégage le calme de celle qui excelle dans un domaine, la survie. Elle a enduré des décennies de haine publique, elle a appris à vivre dans l'ombre de Diana, elle est passée du statut d'amante à celui de reine. Mais même cette façade inébranlable commençait à se fissurer. Ses doigts tremblaient légèrement, sa respiration s'accélérait inconsciemment. Et lorsqu'elle appela Tom, je savais déjà comment se déroulerait cette conversation, non pas entre une mère et son fils, mais entre une reine et un soldat. Je sentais sa colère, sa déception et sa panique s'entremêler comme trois tempêtes fusionnant en un seul ouragan. Tom, nerveux et anéanti, se tenait là, tel un garçon qui ne voulait pas perdre sa mère mais ne savait plus comment regagner sa confiance. Tandis que Camilla lui parlait avec cette maîtrise glaciale qui l'avait tant sauvé, je percevais une nuance différente sous chaque phrase, la peur.
car Camilla avait compris que Tom n'avait pas simplement commis une erreur. Il avait mis à nu sa plus grande vulnérabilité. Ni ses ambitions, ni ses stratégies. Non, sa dépendance à son égard, son amour pour lui, et c'était précisément cet amour qui l'avait trahi. Ce qui me peinait presque, c'était de réaliser que Camilla prenait enfin conscience de quelque chose qu'elle avait ignoré pendant des années. Son pouvoir ne lui avait jamais appartenu entièrement. Il avait toujours été en partie emprunté. À Charles, à l'opinion publique, à sa capacité à paraître plus aimante, plus humaine et moins menaçante qu'auparavant. Et maintenant, elle sentait tout cela s'effondrer entre ses mains. Car peut-être pouvait-elle nier l'évidence, la refouler, l'enfouir. Mais le doute qui planait désormais autour d'elle était un ennemi invisible. Et les ennemis invisibles sont les plus difficiles à combattre. Quand elle a demandé conseil à Laura, j'ai ressenti avec encore plus d'acuité que son pouvoir commençait à s'effriter. Laura, la voix de la raison plus calme et posée, que Tom était assise à ses côtés. Mais même dans cette conversation, malgré les propositions posées pour limiter les dégâts et influencer les médias, j'ai perçu que Camilla ne réfléchissait plus de manière stratégique, mais réagissait impulsivement. Elle était sur la défensive et non sur la défensive. Et dans un jeu où l'apparence compte plus que tout, la défensive est le premier signe de faiblesse. Mais tandis que Camilla se repliait sur son entourage pour sauver ce qui pouvait l'être, elle ne comprenait pas que le plus grand danger ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle ignorait que ses conversations étaient surveillées. Elle ignorait que ses paroles étaient enregistrées, tout comme celles de Tom. C'est peut-être ce que j'ai trouvé le plus poignant. Elle, la femme que tout le monde avait pu lire comme dans un livre ouvert pendant des années, était désormais lue par des gens qui voulaient l'exclure. J'ai compris que ce n'était plus un simple conflit entre William et Camilla. C'était quelque chose de bien plus profond. Un affrontement de générations de visions du pouvoir et de souvenirs. D'un côté, Camilla, forte de ses années de lutte pour la légitimité, de son désir d'offrir à ses enfants et petits-enfants une place stable dans un système qui ne les avait jamais pleinement acceptés. De l'autre, William, marqué par le passé, rongé par le chagrin de la perte de sa mère, est désormais prêt à brandir le couteau qu'il avait été contraint d'abandonner pendant des années. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le moment où Camilla a cessé de penser en termes de vérité pour se focaliser sur le contrôle. C'est précisément à ce moment-là qu'il est devenu évident qu'elle était déjà tombée dans le piège de William. Car plus elle tentait d'étouffer l'affaire en reprenant le contrôle, plus il devenait clair pour le monde extérieur que cette affaire était bien réelle. Je ne peux m'empêcher de me poser une question. Camilla aurait-elle pu empêcher cela? Aurait-elle dû agir autrement, avec plus de douceur, plus d'honnêteté, moins d'ambition? Ou bien sa défaite était-elle déjà inévitable dès l'instant où elle s'est installée au cœur d'une dynastie qui ne lui a jamais vraiment fait de place? C'est peut-être là le drame de toute cette histoire, que Camilla ne soit pas devenue victime de ses erreurs, mais de sa tentative de devenir celle qu'elle n'a jamais été pleinement autorisée à être. Lorsque le moment de la confrontation arriva enfin, l'atmosphère sembla se figer dans les pièces de Buckingham Palace, comme si les murs témoins de siècles d'intrigues et de tragédies convergeaient vers un point unique. C'était l'heure où vérité, famille et pouvoir ne pouvaient plus s'ignorer. Je ressentis le poids de cet instant avant même que quiconque n'ait prononcé un mot. Car ce qui allait se produire ici ne se contenterait pas de choquer la monarchie. Cela laisserait des cicatrices indélébiles. J'imaginais William debout, la calme, mais arborant ce masque d'acier qu'il porte toujours lorsqu'il a besoin de dissimuler ses émotions. Sur la table devant lui, reposait l'appareil qui avait tout changé. Non seulement l'enregistrement des paroles de Tom prononcées sous l'emprise de l'alcool, mais désormais, amplifié par quelque chose de bien plus douloureux, la confession de Tom à jeun faite à William dans une pièce où la peur et le désespoir l'avaient consumé. La réalisation me frappa plus fort que je ne l'aurais cru, qu'un homme puisse trahir sa mère non par vengeance mais par pure panique, et qu'un autre homme, William, brandisse ces mots comme une épée qu'il avait mis des années à apprendre à manier sans jamais avoir eu le droit de s'en servir. Charles était assis là lui aussi, un roi partagé entre l'amour, la déception et un désespoir qu'il s'efforçait sans doute de dissimuler. Son regard oscillait entre son fils et son épouse comme s'il tentait de comprendre comment son monde avait pu s'écrouler si brutalement. Et puis il y avait Camilla, toujours aussi majestueuse, mais visiblement bouleversée, les doigts crispés sur les accoudoirs de son fauteuil. Tout dans son langage corporel trahissait sa connaissance du drame, même si sa voix restait impassible. Quand William appuya sur le bouton et que la voix de Tom emplit la pièce, un frisson me parcourut l'échine. Le silence qui suivit fut si pesant qu'il en était presque douloureux. Chaque respiration semblait audible, chaque regard chargé de siècles d'histoire familiale. En quelques minutes, la monarchie parut soumise à une pression renouvelée, comme si les erreurs du passé ressurgissaient sous une nouvelle forme. Charles a posé la question d'une manière qui m'a profondément touché, doucement, presque désespérément, comme s'il cherchait désespérément un dernier espoir. « Est-ce vrai ?» demandait-il en réalité. Non seulement à propos de Camilla, mais à propos de tout ce qu'il croyait savoir. J'ai éprouvé pour lui une compassion presque douloureuse.
Car être trahi par des inconnus, des journalistes, des politiciens, même des membres éloignés de la famille, c'est une chose. Mais par la personne avec qui l'on a partagé sa vie, c'est une blessure qui guérit difficilement. Camilla a essayé de se défendre, je lui reconnais ça. Elle s'efforçait de discréditer chaque phrase de Tom, de qualifier chaque insinuation de mensonge. Mais je sentais sa voix trembler, même légèrement. On peut passer sa vie à apprendre à porter des masques, mais dans des moments comme celui-ci, même les plus beaux se fissurent. Elle tentait d'accuser William d'exagération, d'interprétation erronée, de manipulation. Mais William n'eut pas besoin de parler. Son silence était la meilleure des preuves. Et là, dans ce silence, j'ai senti le rapport de force basculer sous mes yeux. Ce n'était plus une bataille entre une reine et un prince, c'était une confrontation entre le passé et l'avenir, entre l'ambition et l'héritage, entre une famille trop souvent déchirée et une famille qui tentait de se réinventer. Ce qui m'a le plus frappé, c'est Anne. Elle, cet imperturbable havre de calme, s'est alors avancée comme une boussole morale. Elle parlait non sous le coup de l'émotion, mais forte de son expérience consciente que cette maison avait déjà survécu à suffisamment de scandales et qu'il y a des limites à ce qu'une famille peut endurer. Ces paroles ont transpercé l'Assemblée non par leur dureté, mais par leur sincérité. Elle savait que la monarchie ne survivrait pas à une autre crise Diana. Et elle savait que la présence de Camilla, aussi bien intentionnée fut-elle autrefois, était devenue un fardeau plutôt qu'un pilier de force. Pour la première fois, j'ai entrevu chez Camilla quelque chose d'inédit, le désespoir. Pas le désespoir théâtral qu'on voit parfois chez les personnalités publiques, ni la vulnérabilité feinte d'une monarque en difficulté. Non, c'était du désespoir brut, authentique, profondément humain. Elle ne pouvait plus nier les faits. Elle ne pouvait plus compter sur le soutien du public. Elle ne pouvait plus se fier à la loyauté aveugle de Charles. Et ce qui l'a finalement brisé, j'en ai eu le sentiment, ce n'était ni la stratégie de William, ni les aveux, ni la presse. C'était Tom, son propre fils, le garçon qu'elle avait protégé toute sa vie, l'homme qu'elle avait toujours soutenu. C'est lui-même qui involontairement a annoncé sa chute. À cet instant, j'ai compris que c'était bien plus qu'une simple lutte de pouvoir. C'était une tragédie familiale, une histoire de confiance brisée, de loyauté déchirée, de choix irréversibles. Et tandis que ces mots résonnaient encore dans la pièce, j'ai ressenti une lourdeur insoutenable qui me hante encore. C'était le moment où une famille avait cessé d'être unie. Après la confrontation, j'ai senti l'atmosphère changer radicalement entre les murs du palais, comme si quelqu'un avait ouvert les fenêtres et qu'un vent glacial et mordant avait tout emporté. Il ne restait plus qu'une famille qui au premier abord semblait inchangée, mais dont les fondements même avaient été ébranlés. En repensant à la suite, je réalise que les conséquences sont souvent plus silencieuses, mais bien plus dévastatrices que la confrontation elle-même. Ce n'est pas le coup qui vous brise, mais le silence qui suit. Et ce silence planait comme un brouillard gris sur Buckingham Palace et Highgrove rappelant ce qui était irrémédiablement brisé. J'ai vu Camilla se retirer presque aussitôt, non par choix stratégique, mais par réflexe. La femme qui s'était battue pendant des années pour imposer le respect qui était resté inébranlable face aux pires tempêtes semblait désormais presque vide. Assise dans sa chambre, à Highgrove, la lampe de son bureau révélait de profondes rides sur son visage. À cet instant, je n'ai vu ni reine, ni adversaire, ni figure influente. J'ai vu une mère réalisant que sa chute n'était pas due à ses ennemis, mais à la personne même qu'elle avait le plus voulu protéger. J'ai ressenti son combat intérieur, comment lutter contre ce qui vit dans son propre sang, comment se relever d'un coup porté là où son amour a toujours résidé. C'était douloureux de la voir passer de l'espoir de guérison à la capitulation. La lettre qu'elle écrivit, sa tentative de se retirer du jeu politique, qu'il avait finalement englouti, me semblait comme une couronne brisée, brillante mais inutile. Elle voulait prendre ses distances avec les intrigues, le pouvoir, le feu qu'elle avait elle-même vu et attisé. Peut-être était-ce une ultime tentative pour sauver sa dignité. Peut-être même une tentative pour éviter de rompre définitivement sa relation avec Charles. Mais je savais déjà que se retirer n'est pas une victoire, c'est reconnaître que la bataille était déjà perdue. Charles n'était plus que l'ombre de lui-même. Je le revois encore assis à cette table après la confrontation, les mains jointes, les yeux rougis par le chagrin non seulement pour Camilla mais aussi pour lui-même. Il dégageait une mélancolie propre à celui qui se sent déchiré entre son amour pour sa femme et sa confiance en son fils. Je ressentais sa douleur comme un écho en moi. Car comment peut-on continuer à régner quand les personnes en qui l'on a le plus confiance sont dans des camps opposés et que l'on a, par inaction ou par incapacité à choisir, perdu les deux? Et puis il y avait William. L'homme qui seul était sorti vainqueur de cette lutte, mais un vainqueur qui ne triomphe que sur le papier. Je ne voyais aucun triomphe sur son visage. Je ne voyais aucune fierté dans son attitude. Ce que je voyais, c'était le poids de la culpabilité et des responsabilités mêlées à la conscience qu'il avait franchi une limite irréversible. Tout ce qu'il avait fait, aussi stratégique, aussi prudent, aussi peut-être nécessaire, lui revenait en pleine figure sous la forme du silence qui s'était installé entre lui et son père. Un silence que ni excuse ni explication ne pouvaient combler. J'observais Catherine tenter de le soutenir.
Elle comprit qu'il avait obtenu ce qu'il n'avait jamais désiré avoir raison. Il n'y a rien de plus tragique que de gagner sans rendre personne heureux. Elle savait qu'il n'agissait pas par haine personnelle, mais par un désir plus profond de pouvoir légitime de protéger la monarchie pour laquelle sa mère avait jadis sacrifié sa vie. Et pourtant, même elle ne put masquer dans son regard une solitude que je ne lui avais jamais vue. Et puis il y avait Tom. L'homme qui avait déclenché toute cette réaction en chaîne était désormais seul. Complètement seul. Sa fuite à la campagne me semblait une punition inévitable infligée non par les autres, mais par sa propre conscience. Je le voyais se débattre avec l'idée qu'il avait non seulement mis sa mère en danger, mais qu'il l'avait carrément abandonnée. Sa peur, ses regrets, son envie de fuir, cela ne faisait pas de lui un monstre. Cela le rendait tragique, peut-être même plus humain que quiconque dans cette histoire. Anne, finalement, était la seule à rester debout, imperturbable d'une lucidité et d'un réalisme à toute épreuve. Elle savait comment fonctionnent ses blessures, elles ne guérissent pas, elles laissent des cicatrices. Et ces cicatrices restent visibles même quand tous font semblant de ne plus souffrir. Ces mots à William, que chaque victoire dans cette famille a un prix, m'ont marqué. Elle avait raison. Cette victoire n'était pas un triomphe. C'était une tragédie sans script où tous avaient perdu, même celle qui avait raison. Il me reste une grande question qui me hante: si tel est le prix à payer pour protéger la monarchie, que reste-t-il du peuple qui la porte? Combien de fractures une famille peut-elle endurer avant de se briser de manière irrémédiable? C'est peut-être précisément ce que révèlent ces conséquences. Le pouvoir n'est jamais sans conséquences. La tradition n'offre aucune protection contre l'humanité. Et même dans les palais, resplendissants, étincelants, apparemment indestructibles, la plus grande vulnérabilité réside toujours à l'intérieur.